Soudain, une explosion retentit. Il leva les yeux, intrigué par ce qui se passait. Au loin, un vieil homme toussait sans cesse. Il murmura qu'il ne comprenait pas comment il avait pu échouer encore, soulignant que la pilule de rétention de jeunesse était plus difficile à raffiner que la pilule Tanuan. Il ajouta qu'il ne comptait pas abandonner. Cet homme était le vénérable Tian Qing, l'un des 12 grands anciens. Il jeta un coup d'œil à la foule et annonça qu'il était en train de raffiner une pilule et qu'il avait besoin d'une herbe. Il demanda si quelqu'un pouvait la trouver pour lui. Un panneau de quête apparut devant les joueurs, affichant une tâche de difficulté Enfer pour trouver de l'herbine continuing avant l'aube. Les détails de la manière et du lieu pour obtenir l'herbe étaient fournis, mais personne ne se porta volontaire. La quête exigeait de se rendre dans la lointaine vallée médicinale de Kangan, et le coût du téléporteur en pierre spirituelle rendait l'expédition particulièrement onéreuse. La plupart des joueurs, encore novices, jugèrent que l'effort et le risque ne valaient pas la récompense. Cependant, le protagoniste s'avança hors de la foule et s'inclina respectueusement devant l'ancien. Il se présenta et déclara être prêt à chercher l'herbe demandée. Son initiative provoqua l'étonnement général, mais il ne s'en soucia pas. Elder Tian Qing, en caressant sa barbe, sembla le reconnaître comme le disciple récemment accepté par le chef de la secte. Ce choix n'était pas anodin. Le vieil homme était le plus grand maître alchimiste de la secte de l'épée, et nouer une bonne relation avec lui ne pouvait être que bénéfique. Sans tarder, après avoir accepté la quête, le protagoniste se mit en route vers la vallée médicinale de Kangan. Il y parvint après le coucher du soleil et constata qu'il ne lui restait plus que 24 heures pour accomplir sa mission. La vallée était recouverte de fleurs et d'arbres, et la brise nocturne portait les senteurs enivrantes des herbes médicinales. L'environnement, d'un réalisme saisissant, l'émerveilla. Même dans l'obscurité, le jeu mettait à disposition des objets, tels que des lanternes, pour améliorer la visibilité. Grâce à son expérience, il savait que l'herbe était obtenue en terrassant le boss de la zone, le faucon esprit médicinal, qui se cachait généralement dans les profondeurs de la vallée. Après quelques minutes de marche, il entendit des bruits de combat non loin de là. Un groupe de joueurs affrontait déjà la créature. S'il était heureux d'avoir trouvé sa cible, il réalisa qu'il arrivait après d'autres. En observant leur formation, il supposa qu'ils appartenaient à la même guilde. Le monstre avait déjà perdu la moitié de sa vie, mais le combat semblait difficile. Plusieurs joueurs étaient projetés au sol comme des pantins désarticulés. Malgré leur nombre, ils peinaient à gérer le boss et semblaient au bord de l'échec. Après réflexion, le protagoniste jugea plus sage de tenter de négocier avec eux pour partager le butin, plutôt que de les affronter ou d'attendre leur défaite. Il s'approcha et tenta de discerner qui ils étaient, mais eux l'aperçurent en premier. L'une des joueuses, surprise, murmura à une camarade que le grand joueur séduisant était de retour. Ce ne fut qu'une fois arrivé à leur hauteur qu'il reconnut certains visages familiers, ce qui lui sembla de bon augure pour entamer une discussion. Poliment, il proposa un arrangement, expliquant qu'il avait une quête à accomplir. À ce moment-là, une femme aux cheveux blancs, tenant un bâton et ressemblant à une mage, s'avança et demanda à Ling si elle connaissait cet homme. Cette dernière répondit en précisant qu'il s'agissait du fameux joueur dont elle avait déjà parlé. Le protagoniste était reconnu comme celui qui avait vaincu seul le roi sanglier sauvage dans le village des débutants, déclenchant ainsi une annonce à l'échelle du serveur. La jeune femme paraissait le respecter et discutait avec une autre joueuse, bien qu'il ne puisse saisir toute leur conversation. Il remarqua cependant que son interlocutrice hochait la tête, probablement en supposant qu'il était venu capturer le boss et obtenir le Sutra Tianan. Toutefois, ce monstre représentait un enjeu crucial pour leur guilde, et bien qu'il le considère comme un allié, il ne pouvait pas simplement lui céder la créature. Ling s'approcha alors pour lui expliquer la situation. D'un air légèrement embarrassé, elle lui révéla que leur chef de guilde avait lui aussi besoin de ce boss pour une quête et lui demanda s'il pouvait attendre sa réapparition le lendemain. Cette requête ne le surprit pas, car il s'y attendait déjà. Néanmoins, en observant la tournure que prenait le combat, il estima qu'il ne serait peut-être pas nécessaire d'attendre aussi longtemps. Au moment où il réfléchissait à cette possibilité, le faucon esprit médicinal poussa un cri perçant, battant des ailes avec une telle violence que plusieurs joueurs furent projetés au loin. Une brume jaune pâle se répandit alors, enveloppant le groupe. Tous ceux qui l'inhalèrent se retrouvèrent immédiatement pris d'un vertige intense, incapables de se tenir debout correctement. L'instant d'après, le boss passa à l'attaque, ses serres acérées déchirant plusieurs joueurs et infligeant des dégâts fixes de 999 points à chaque coup, vidant instantanément leur barre de vie. Le protagoniste leur fit remarquer que lorsque la santé du boss tombait en dessous de 50%, celui-ci libérait un pollen étourdissant, réduisant non seulement la défense de ses adversaires, mais allongeant également le temps de recharge de leurs compétences. Il leur souhaita bonne chance avant que la femme aux cheveux blancs ne puisse lui répondre. Celle-ci saisit alors son bâton et retourna immédiatement au combat. Elle lança d'abord entrave terrestre, une compétence de contrôle, puis enchaîna avec lanterne ardente, un puissant sort offensif. L'air autour du faucon devint brûlant et une gigantesque boule de feu l'engloutit, arrachant un cri de douleur à la créature. Le protagoniste secoua la tête en pensant que si le boss n'était pas éliminé rapidement, ce genre d'attaque ne ferait que l'irriter davantage.
Ses craintes se confirmèrent lorsque le faucon brisa ses entraves en un instant et fonça droit sur la mage aux cheveux blancs. Ling tenta de la prévenir, mais il était déjà trop tard. Le bec acéré du monstre l'avait frappé de plein fouet, faisant chuter considérablement sa barre de vie. Heureusement, son équipement de qualité lui permit d'éviter une mort instantanée. Elle ne paniqua pas pour autant et recula immédiatement afin de mettre de la distance entre elle et son adversaire, lançant un nouveau sort en plein air. Aussitôt, plusieurs rochers massifs s'abattirent sur le faucon, ce qui ne fit qu'accroître sa colère. Le protagoniste ne put s'empêcher de grimacer face à cette erreur et interpella la mage à voix haute, lui indiquant que ce n'était pas ainsi qu'elle devait s'y prendre. Son intervention figea tout le monde sur place, tous les regards se tournant vers lui. Il leur proposa alors de leur apprendre à vaincre correctement ce boss, à condition que l'herbe de Yin continuant lui revienne. Sans hésitation, ils acceptèrent. Il leur expliqua que l'aggro du faucon était entièrement concentré sur la jeune femme aux cheveux blancs et que l'enchaînement de sorts offensifs ne faisait que l'énerver davantage. Il leur demanda d'observer sa barre de vie, qui était descendue sous les 10%. Une fois que le boss se serait remis de l'attaque, il pourrait l'achever d'un seul coup. Fort de son expérience en tant que plus puissant mage de sa vie précédente, il décida de lui offrir une leçon pratique. Il attrapa son bras et lui indiqua que chute de pierre devait être combinée avec entrave terrestre afin d'optimiser les dégâts. Estimant que son temps de recharge devait être terminé, il lui conseilla d'utiliser cette compétence en premier. Le protagoniste expliqua ensuite à la mage aux cheveux blancs qu'elle devait laisser ses coéquipiers attaquer le boss avec leurs compétences offensives, plutôt que de tout miser sur sa propre puissance. Il lui conseilla de travailler avec son équipe au lieu de foncer seule tête baissée. Prenant en compte ses recommandations, elle commença à suivre ses instructions, ce qui permit rapidement de reprendre le contrôle du boss. Voyant cela, les autres membres de l'équipe chargèrent à leur tour, y compris Ling. Il souligna alors qu'un bon mage devait toujours jouer en coordination avec son équipe, en se concentrant sur le contrôle des ennemis à distance et en laissant les autres membres infliger les dégâts majeurs. La jeune femme sembla soudain avoir une révélation, ses yeux pétillants de compréhension. Il supposa qu'elle avait peut-être trop compté sur la puissance de son équipement et lancé ses sorts sans réelle stratégie, mais à présent, elle réalisait enfin l'importance de la coordination. Remplie de gratitude, elle le remercia pour ses conseils. Toutefois, alors que tout se déroulait parfaitement, un groupe d'intrus fit son apparition. L'un d'eux déclara d'un ton autoritaire que cette zone était désormais sous le contrôle de la guilde Bloodban et exigea que tout le monde recule sous peine d'affronter de lourdes représailles. Il s'agissait d'un groupe rival, visiblement venu s'approprier le boss. Les filles, loin d'être naïves, cessèrent immédiatement d'attaquer la créature et mobilisèrent quelques joueurs pour la contenir temporairement, pendant que les autres évaluaient la situation. Elles savaient qu'elles ne disposaient plus d'assez de force pour risquer un affrontement direct, surtout face à une guilde capable d'exploiter la confusion générale. La guilde Bloodban était tristement célèbre pour ce genre de pratique. Pourtant, même si elle savait qu'elle ne pouvait pas gagner, elle ne semblait pas prête à se laisser faire sans résistance. Le protagoniste, qui était resté en retrait jusque-là, observa la scène en silence. Il perçut la frustration dans leur regard, comprenant qu'elles étaient déçues de ne pas pouvoir achever le boss. Néanmoins, elle savait que si une guerre de guildes éclatait, elles devraient abandonner leur cible. C'est à ce moment qu'il estima que son intervention était nécessaire. Il leur fit alors une proposition. Il s'occuperait seul du boss et le vaincrait sans aide. En échange, il prendrait uniquement l'herbe de Yin continuant et choisirait une pièce d'équipement parmi le butin. D'abord surpris par cette offre, les membres de la guilde Moonshadow finirent par accepter après un instant de réflexion. La mage aux cheveux blancs proposa même de laisser quelques joueurs avec lui pour l'aider, mais il refusa d'un simple geste, leur conseillant de se concentrer sur l'affrontement contre la guilde ennemie. Sans plus attendre, il se jeta sur le boss. Derrière lui, il entendit un éclat de rire moqueur. Le chef de la guilde Bloodban semblait ne pas croire une seule seconde qu'il puisse vaincre seul un boss du stade avancé du raffinement du chi. À ces mots, les membres de Bloodban se précipitèrent vers les filles, déclenchant officiellement l'affrontement entre les deux guildes. Malheureusement, la guilde Moonshadow était déjà affaiblie par son combat contre le boss, et avec un effectif réduit, elle se retrouvait en net désavantage. Rapidement, leurs rangs s'amenuisèrent, et seuls quelques joueurs restèrent debout, dos à dos, encerclés par leurs adversaires. Le chef de Bloodban, observant la scène avec un sourire cruel, leur lança alors d'un ton méprisant que c'était le sort réservé à ceux qui osaient défier sa guilde, leur intimant de considérer cela comme une leçon pour leur guilde de déchets. Il pensa probablement que la situation tournait à son avantage. Anéantir une guilde et décrocher un premier kill sur le boss. Cependant, l'instant d'après, l'un de ses compagnons de guilde, le regard tourné vers le ciel, lui fit remarquer qu'il semblait y avoir une annonce de premier kill. Il se figea, leva les yeux à son tour et confirma la présence du message. À cet instant, tous reçurent une notification indiquant que le joueur avait accompli le premier kill du faucon esprit médicinal dans les 8 heures et qu'il remportait ainsi 400 points de réputation, 2 points d'inné en charisme ainsi qu'un badge de réussite. Les joueurs de Bloodban échangèrent des regards incrédules, incapables de croire que le boss était déjà mort. Il descendit alors du cadavre de la créature et demanda à Ling de vérifier rapidement le butin. De son côté,
le chef de la guilde adverse se leva brusquement, manifestement furieux. Il le désigna du doigt et l'accusa d'avoir volé son boss, affirmant que s'il était capable de le vaincre seul aussitôt dans le jeu, il représenterait une menace majeure par la suite. Il déclara même qu'il valait mieux l'éliminer immédiatement et s'approprier son équipement. L'un des sbires du chef de guilde se précipita alors vers lui. Il s'agissait d'un combattant de l'UFC dans la vie réelle, mais ici, il n'était qu'un novice au stade de raffinement du QI. Il lança un coup de poing de toutes ses forces, mais il esquiva sans effort. Avant même que son adversaire ne comprenne ce qui venait de se passer, il riposta d'un coup d'épée. Ce qui semblait être une attaque anodine se révéla être un coup critique, réduisant immédiatement la barre de vie de son ennemi de moitié. Ayant passé 9 ans en tant que mage dans ce jeu, il avait affronté d'innombrables embuscades et considérait ce coup faible comme insignifiant. Son adversaire le fixa, incrédule, se demandant probablement comment il avait pu réagir aussi vite. Mais avant qu'il ne puisse se ressaisir, un second coup d'épée vint lui trancher la gorge, lui infligeant un coup fatal. Un cri s'éleva tandis que la barre de vie du joueur se vidait entièrement et que son corps disparaissait, ne laissant derrière lui qu'une simple pierre tombale. Les autres joueurs mirent quelques instants avant de comprendre ce qui venait de se passer. Ils ne parvenaient pas à concevoir comment il pouvait infliger autant de dégâts à l'air jusqu'à soupçonner une tricherie, bien qu'ils sachent pertinemment que c'était impossible dans ce jeu. Calmement, il récupéra son butin avant de lever les yeux vers eux. Il n'avait jamais cherché à se mêler au conflit entre guildes, mais il était clair que ceux qui lui cherchaient des ennuis devaient être prêts à en subir les conséquences. C'est à cet instant que 4 autres joueurs se jetèrent sur lui, persuadés de pouvoir l'arrêter. Il semblait convaincu qu'il pouvait l'emporter par le simple avantage du nombre. Immobile, il les laissa l'attaquer, mais leurs dégâts étaient si faibles qu'il ne parvenait même pas à surpasser sa régénération naturelle. Ne voulant pas perdre davantage de temps, il les élimina rapidement, et en l'espace de quelques instants, tous s'effondrèrent. Du sang coula lentement de son épée jusqu'au sol, où de nouvelles pierres tombent à parure. Personne d'autre n'osa l'approcher. Le chef de la guilde le regarda, stupéfait, avant de crier à ses compagnons de battre en retraite, affirmant qu'ils prendraient leur revanche tôt ou tard. Une jeune fille aux cheveux blancs le remercia avec gratitude, il se contenta d'un geste de la main pour minimiser l'importance de son aide, affirmant que ce n'était rien. Ils purent enfin se consacrer au butin. Devant eux, une pile d'objets s'étalait au sol, ce qui ne le surprit pas particulièrement. Comme il l'avait convenu auparavant, il déclara que l'herbe de Yin continu lui revenait et qu'il prendrait un autre objet en guise de paiement. Il demanda s'il n'y avait pas d'objection, mais contre toute attente, la jeune fille aux cheveux blancs secoua la tête. Elle lui fit remarquer que c'était lui qui avait porté le coup final au boss et qui leur avait enseigné la meilleure manière de l'affronter. Sans son aide, le boss aurait été volé par un autre groupe et elle n'aurait rien obtenu. Selon elle, le butin lui revenait donc de droit. Cependant, puisque c'était elle qui avait engagé le combat en premier et qu'il avait déjà reçu la récompense du premier kill, il estima plus juste de s'en tenir à leur accord initial. Devant sa fermeté, elles finirent par acquiescer. Alors qu'il commençait à sélectionner son butin, il remarqua les 2 filles en train de chuchoter entre elles. Il vit Ling manipuler quelque chose, et quelques secondes plus tard, une notification système apparut. 5 millions avaient été transférés sur son compte bancaire réel. Il supposa immédiatement que cela venait d'elle. Une somme de 5 millions, envoyée d'un simple geste, sans la moindre hésitation. Il en conclut que cette fille devait être particulièrement fortunée. C'est alors que la jeune fille aux cheveux blancs s'approcha de lui et lui tendit la main pour se présenter. Elle déclara s'appeler Zhang Lu, leader de la guilde Moon Shadow. Lorsqu'il lui serra la main, quelque chose lui revint en mémoire. Ce nom, pourquoi lui semblait-il si familier? Cela lui revint en mémoire. Dans sa vie précédente, elle était classée juste en dessous de lui. La deuxième mage la plus puissante après lui. Mais cela ne concernait que ses exploits en jeu. Dans le monde réel, avant que la catastrophe ne frappe, elle était la fille de l'homme le plus riche de la ville de Shanghai, une véritable héritière baignant dans l'opulence. Maintenant qu'il connaissait son véritable statut, il ne put s'empêcher de garder sa main un peu plus longtemps, comme s'il espérait absorber une partie de cette aura de richesse. Ling tout sauta 2 fois avant de le taquiner, insinuant qu'il en profitait un peu trop. Pris au dépourvu, il lâcha un petit rire nerveux avant de s'excuser, affirmant qu'il était simplement plongé dans ses pensées et que ce n'était absolument pas intentionnel. Zhang Luo, quant à elle, rougit légèrement, bien qu'il ne s'en rendit pas compte sur le moment. Pendant ce temps, Ling, sceptique, ne crut pas une seule seconde à son excuse. Elle se persuada que s'il ne s'intéressait pas à elle, c'était uniquement parce qu'il était obsédé par sa montée en niveau. Pourtant, une pensée désagréable commença à germer dans son esprit. Et si ce n'était pas une question de priorité, mais plutôt parce qu'elle n'était pas assez jolie à ses yeux? Bien sûr, jamais elle n'aurait osé l'admettre à voix haute. La tâche étant accomplie, il ne s'attarda pas davantage. Il adressa ses adieux avant de s'éloigner. Après son départ, Zhang Lu, toujours légèrement rougissante, confia timidement que son ami était en réalité plutôt gentil. Ling ne tarda pas à réagir, rétorquant qu'il avait surtout profité de la situation. Mais soudain, quelque chose sembla faire tilt dans son esprit. Pourquoi Zhang lui rougissait elle autant? Une possibilité lui traversa l'esprit. Et si Zhang Lu était attiré par Maître Lin?
Pendant ce temps, alors qu'elles s'éloignaient, elles décidèrent d'accorder une récompense de 50 000 $ à chaque membre de leur guilde ayant participé au combat. Une fois tout le monde parti, une silhouette émergea de l'ombre. La jeune fille poussa un soupir de soulagement. Son nom était Zi, la streameuse la plus populaire de tout le serveur national. Elle activa son stream et observa avec satisfaction le flot de commentaires et de dons qui affluaient sans interruption. Enthousiaste, elle s'exclama à l'attention de son audience que la diffusion du jour n'avait pas déçu. Non seulement elle leur avait offert un premier rang pour assister à une guerre de guildes, mais ils avaient également pu observer un véritable expert en pleine action. Encourageant ses spectateurs à s'abonner, elle se lança dans une éloge détaillée de son gameplay, son visage illuminé d'admiration. Elle expliqua avec enthousiasme comment il avait affronté une foule d'ennemis et vaincu un boss de stade avancé en raffinement du QI comme si ce n'était rien. Et bien sûr, elle ne put s'empêcher de souligner à quel point il était séduisant. Dans son esprit, il était désormais l'expert numéro 1 des 8 RD. À cet instant précis, elle décida qu'il serait son nouvel idole. Pendant ce temps, les commentaires défilaient à une vitesse folle. Certains spectateurs, manifestement jaloux, commencèrent à râler, suggérant qu'il était forcément en train de tricher. Selon eux, il n'y avait tout simplement aucun moyen qu'un joueur puisse atteindre un tel niveau aussitôt. Ailleurs, un autre individu observait le stream, bouillant de rage. Il s'agissait du chef de la guilde Bloodban. Furieux, il ne pouvait s'empêcher de répéter mon nom entre ses dents serrées. Il maudissait la situation. Tous ces hommes étaient morts et, en plus, quelqu'un d'autre avait volé la gloire de sa guilde. Soudain, il se leva brusquement et fracassa un vase à côté de lui dans un accès de fureur, jurant que si jamais il me croisait à nouveau, il me ferait payer. Bien sûr, j'ignorais tout cela. À ce moment-là, j'étais déjà de retour dans ma secte, tenant l'Herbyin continu entre mes mains. En arrivant à la résidence de l'ancien Tianqing, je le trouvais occupé à ajouter des herbes à son fourneau d'alchimie. Lorsqu'il me vit, il me fit signe de poser les ingrédients sur la table, sans même détourner son attention de sa tâche. Puis, d'un geste négligent, il me lança une petite boîte, annonçant que c'était ma récompense. En l'ouvrant, je découvris 3 pilules spirituelles d'attributs. Chacune pouvait augmenter de façon permanente une statistique de combat aléatoire de 1 à 5 points, l'attribut et la valeur étant totalement aléatoires. En plus des pilules, un bracelet se trouvait également dans la boîte. Celui-ci augmentait la vitesse de 5 points, améliorait les chances d'esquive de 8% et réduisait les temps de recharge des compétences de mouvement de 10%. Après avoir rangé mes récompenses dans mon sac, je pris un instant de réflexion avant de demander à l'ancien s'il possédait la recette de la pilule de préservation de la jeunesse. Dans mon esprit, un souvenir de ma vie passée refaisait surface. Il avait été mentionné qu'après 99 tentatives, l'ancien Tianqing avait finalement réussi à fabriquer cette pilule. Je me dis que si je lui offrais la recette dès maintenant, je pourrais peut-être améliorer mon rapport avec lui. L'ancien poussa un profond soupir, manifestement frustré. Il expliqua qu'il avait essayé de nombreuses fois sans succès, chacune de ses tentatives s'étant soldée par un échec. Sans une recette précise, il avançait à l'aveugle. Puis, en me fixant d'un regard curieux, il s'étonna de voir que je connaissais l'existence de cette pilule. D'un ton détaché, je prétendis l'avoir lue dans un ancien texte. Ensuite, je récitai la recette avec précision. À ma grande satisfaction, ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Il avait du mal à croire en sa chance soudaine. Sans perdre un instant, il me demanda de rester sur place, souhaitant que je surveille ses proportions et le corrige en cas d'erreur. Un sourire intérieur se dessina dans mon esprit. Tout se déroulait selon mon plan. Au bout d'un moment, le couvercle du fourneau s'ouvrit brusquement dans un bruit sec, nous surprenant tous les deux. 2 pilules en jaillirent, et l'ancien éclata de rire. Après tant d'efforts, il venait enfin de réussir à concocter la pilule de préservation de la jeunesse. Contre toute attente, il décida de me récompenser en m'en offrant une. Une notification du système apparut, le rapport avec l'ancien Tianqing a augmenté de 20 points. En ramassant la pilule, je vérifiai ses effets. Elle augmentait de manière permanente le charisme inné de 5 points et boostait l'amélioration du rapport avec les PNJ féminins de 5%. En prime, si elle était offerte à une PNJ féminine, cela pouvait aléatoirement accroître son rapport avec moi de 10 à 20 points. Je ne m'attendais pas à une telle générosité de la part de l'ancien. Cette pilule était extrêmement rare, et même avec la recette en main, sa fabrication restait quasi impossible sans les compétences d'un grand maître en alchimie. J'avais vraiment fait une bonne affaire. Bien que la pilule ne me soit pas directement utile, je savais exactement à qui je pouvais l'offrir. M'inclinant respectueusement, je remerciai l'ancien avant d'annoncer mon départ. Cependant, avant même que je puisse franchir le seuil, il me retint, laissant entendre qu'il avait encore quelque chose à me dire. L'ancien Tianqing me demanda soudain si j'avais un quelconque intérêt pour l'alchimie, avant de lâcher une véritable bombe. Il souhaitait me prendre comme disciple et m'enseigner l'art du raffinage des pilules. Une notification du système apparut immédiatement. Opportunité spéciale déclenchée. L'ancien Tianqing souhaite faire de vous son disciple. Acceptez-vous? Face à cette proposition inattendue, un dilemme s'imposa à moi. Mon mentor actuel. Comment pourrais-je gérer cette situation? Alors que j'hésitais encore,
une voix froide et familière retentit derrière moi. L'ancien Tianqing se verrait-il réellement voler son unique disciple? Avant même que je ne puisse me retourner, une silhouette gracieuse fit son apparition. Il s'agissait de mon maître. Un léger frisson me parcourut. Pourquoi était-elle là, et à un moment pareil? Intérieurement, je me rassurais. Après tout, je n'avais jamais eu l'intention d'accepter l'offre de l'ancien Tianqing. Il valait mieux dissiper tout malentendu immédiatement. L'ancien Tianqing, gêné, se gratta l'arrière de la tête avant d'expliquer qu'il n'avait jamais eu l'intention de me dérober à mon maître. Il confessa simplement avoir discerné un grand talent en moi pour l'alchimie et s'être laissé emporter par son envie de me transmettre son savoir. Mon mentor esquissa alors un léger sourire, admettant qu'elle s'était peut-être méprise. Je poussai un soupir de soulagement, car elle ne semblait pas en colère. Mais mon soulagement fut de courte durée. Elle précisa aussitôt qu'elle considérait mon talent pour la cultivation bien plus grand et que la secte de l'épée avait besoin d'immortels puissants, non d'alchimistes. Toutefois, elle n'était pas opposée à ce que j'apprenne des anciens. Mais seulement après avoir atteint un certain niveau. Elle me jeta un regard rapide, et une sensation désagréable me noua l'estomac. Serait-elle contrariée? Impossible. Si elle était réellement fâchée, pourquoi parlerait-elle encore de la possibilité que je devienne plus tard l'apprenti de l'ancien Tianqing? Ce dernier, visiblement inconscient de la tension qui flottait dans l'air, acquiesça joyeusement, trouvant l'arrangement tout à fait raisonnable. Il retourna aussitôt à son fourneau, satisfait. Mon mentor, quant à elle, déclara d'un ton léger que nous devions rentrer au palais de l'épée. Pourtant, quelque chose dans sa voix me mit mal à l'aise. Je n'avais d'autre choix que d'acquiescer, mais intérieurement, une sueur froide me parcourut. Pourquoi avais-je la sensation que cela allait mal se terminer? De retour au palais de l'épée, son ton resta calme, mais je ne pus m'empêcher d'y déceler une pointe de jalousie. Elle affirma que, visiblement, je n'étais pas satisfait d'elle en tant que mentor. Si tel était le cas, peut-être vaudrait-il mieux rompre notre relation maître-disciple afin que je puisse me trouver un enseignant plus compétent. Elle était clairement en colère. Je songeai un instant à me justifier, mais cela semblait inutile à ce stade. Peut-être valait-il mieux assumer pleinement la situation. Pourtant, en tant que secte leader redoutable, elle ne comptait pas me laisser m'en tirer aussi facilement. Après avoir reconnu mon erreur, elle me demanda d'un ton neutre ce que je pensais avoir fait de mal. Elle ne disait pas ouvertement qu'elle était fâchée. Je réalisais alors à quel point les femmes maîtrisaient cet art avec brio. Mais bien sûr, cette pensée resta dans mon esprit. À voix haute, je pris la voie la plus sûre, reconnaissant immédiatement mon erreur. Je déclarai que j'avais eu tort de me laisser distraire et de ne pas me consacrer entièrement à la cultivation, comme elle me l'avait enseigné. J'avais gaspillé un temps précieux à songer à l'alchimie au lieu de me focaliser sur mon entraînement et les attentes qu'elle avait placées en moi. Je levai discrètement les yeux vers elle, comme prévu, son expression s'adoucit légèrement. Il était temps de jouer le tout pour le tout. Je m'inclinai profondément avant d'ajouter qu'elle était la meilleure au monde, inégalée en puissance et d'une beauté sans pareille, semblable à une déesse immortelle. Comment aurais-je pu vouloir être le disciple de quelqu'un d'autre? Mon excuse, sincère et appuyée, sembla dissiper le léger ressentiment qui l'habitait. Elle esquissa même un sourire, et une notification du système apparut. Rapport avec le mentor plus 5. J'étais tiré d'affaire. Puisqu'elle reconnaissait ma faute et ne m'en tenait pas rigueur, je profitai de l'instant pour sortir la pilule de préservation de jeunesse en guise d'excuse. M'inclinant respectueusement, je lui offris humblement ce présent. Elle cligna des yeux, surprise, manifestement stupéfaite de voir un tel objet légendaire entre mes mains. Elle me demanda aussitôt où je l'avais obtenu. Lorsque je lui expliquai que j'avais aidé l'ancien Tianqing à la concocter, elle insista pour que je la garde pour moi. Mais intérieurement, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle l'avait déjà observée au moins 5 fois d'affilée. Avec une mentor au caractère aussi tsundere, je savais qu'il me fallait agir avec finesse. Ignorant son refus, je persistai, affirmant que j'avais expressément demandé à l'ancien Tianqing de me céder cette pilule pour lui offrir. D'ailleurs, je déclarai avec aplomb que j'apprenais l'alchimie uniquement pour en fabriquer davantage à son intention. Très bientôt, je pourrais lui en préparer une par jour, de quoi remplacer tous ses repas. À ces mots, elle éclata de rire. Je me figeai un instant. Lorsqu'elle souriait ainsi, j'étais totalement désarmé. Pour assurer mes arrières, j'ajoutai encore quelques compliments bien placés. Comme je l'espérais, elle finit par accepter la pilule avec plaisir. Une nouvelle notification apparut immédiatement. Rapport avec le mentor plus 20. Rapport actuel, 35. Mais fidèle à sa générosité, elle estima ne pas pouvoir accepter mon cadeau sans offrir quelque chose en retour. Elle décida donc de me transmettre une technique martiale secrète, idéale pour mon stade de raffinement du chi. Comme je l'avais deviné, plus le rapport avec elle augmentait, plus les récompenses devenaient intéressantes. Alors que je quittais le palais de l'épée, je remarquai un détail surprenant. Elle portait l'épingle à cheveux que je lui avais offerte. Un léger sourire m'échappa. Après avoir reçu la technique martiale, je regagnai ma chambre pour commencer mon entraînement. Il ne me fallut pas longtemps pour maîtriser avec succès la plume du phénix, une technique de grade profond.
Elle ne se contentait pas d'infliger des dégâts de zone, elle permettait aussi d'interrompre les attaques adverses. Cette technique ne se contentait pas d'être puissante, elle possédait aussi un effet incapacitant redoutable. Une véritable mine d'or en combat. Alors que je savourais encore la maîtrise de ma nouvelle compétence, on frappa soudainement à la porte. À ma grande surprise, il s'agissait de ma seigneur. Intrigué par sa visite tardive, je lui demandai la raison de sa venue. Elle m'expliqua alors que chaque disciple de la secte de l'épée devait accomplir 3 épreuves à chaque grande étape de cultivation. Bien qu'elle ait déjà atteint le stade de cristallisation, elle n'avait pas encore terminé ses tâches. D'un air légèrement embarrassé, elle avoua qu'elle sentait poindre une nouvelle percée imminente, mais que sans avoir complété ses épreuves, la secte risquait de la sanctionner. Je me demandais alors pourquoi elle avait tant tardé à les accomplir. Son visage vira au rouge alors qu'elle confessa timidement qu'elle s'était laissée happer par ses romans d'amour, au point d'en oublier ses obligations. Avant même que je ne puisse réagir, elle me saisit la main et précisa qu'il ne lui restait plus qu'une mission à accomplir. Une chasse aux démons nécessitant 2 participants. Elle me demanda si j'acceptais de l'accompagner. Je trouvais cela étrange. Après tout, il y avait d'autres disciples plus forts que moi dans la secte. Pourquoi ne pas leur avoir demandé? Mais au fond, je n'y réfléchis pas trop longtemps. Après tout, elle m'avait déjà offert un pendentif en jade de grade spirituel dès notre première rencontre. Il aurait été malvenu de la refuser après ça. Elle remarqua, alors que j'étais particulièrement serviable, un léger sourire flottant sur ses lèvres. Une notification du système apparut aussitôt, indiquant que mon rapport avec Nangongu avait augmenté de 10 points, atteignant désormais 25. Une seconde notification s'afficha immédiatement après, annonçant qu'une opportunité venait d'être déclenchée. Je devais aider Nangongu à accomplir sa tâche en voyageant jusqu'au village de Wangyu pour chasser les démons. La nuit suivante, nous arrivâmes enfin à destination. Le village de Wangyu était étrangement silencieux. Une froideur oppressante flottait dans l'air. Une odeur nauséabonde emplissait l'espace, signe évident que ce lieu avait été investi par des forces maléfiques. Il était fort probable que tous les villageois aient déjà péri, devenus de simples offrandes pour ces esprits démoniaques. Ma seigneur supposa rapidement l'implication d'un cultivateur démoniaque et précisa que notre mission consistait à exterminer ces esprits et découvrir la vérité. En observant les alentours, je ressentis une impression familière. J'avais déjà été ici. Dans l'avenir, ce lieu deviendrait l'entrée du donjon du nourrisson sanglant, un donjon de stade cristallisation que j'avais farmé d'innombrables fois dans ma vie précédente. Nous avançâmes prudemment, jusqu'à atteindre une cour déserte. Le lieu était désert et en ruine, ne présentant qu'un vieil arbre et un puits entouré de chênes. À mesure que nous nous en approchions, les chênes commencèrent soudainement à cliqueter et à bouger. Dans l'instant suivant, d'innombrables esprits maléfiques jaillirent du puits. Ma seigneur dégaina immédiatement son arme et se plaça devant moi, se lançant vers les esprits malfaisants. Cependant, il devint rapidement évident que le puits cachait bien plus qu'un seul esprit. Une énergie noire déferla alors que des centaines d'esprits se libéraient de leur sceau. Je ne m'attendais pas à en voir autant. Un esprit maléfique au stade de la refinement de Chi n'était pas une grande menace, mais des centaines. Voilà qui était une autre histoire. Ma seigneur sembla réaliser cela aussi, et elle comprit que les villageois avaient tous été transformés en esprits. Cela la mit dans une rage folle. Elle murmura entre ses dents serrées, déplorant un tel acte d'atrocité. Elle était déterminée à venger ce village et à rendre justice. Je me préparais à la soutenir, sachant que cette nuit serait longue. Nous libérâmes nos compétences sur la horde d'esprits. Ma seigneur, motivée par son sens écrasant de la justice, jura d'utiliser la vie de ce cultivateur démoniaque comme tribut pour les pauvres villageois morts d'une manière aussi tragique. Après avoir percé la horde d'esprits, elle se dirigea vers une maison en bois à proximité. Je fus un peu surpris de voir qu'elle se révélait bien plus fiable qu'il n'y paraissait. Cependant, alors qu'elle s'engouffrait dans la maison, une main massive surgit de l'intérieur. Je lui criai alors de faire attention. Ses réflexes étaient rapides, et elle leva son épée pour bloquer l'attaque, bien que la main laissât une marque sombre sur sa lame. Je gardai les yeux fixés dans la direction de la maison, lorsque soudain l'intégralité du bâtiment explosa. La voix d'un homme résonna à travers les décombres. Il se moqua de voir que sa cultivation avait attiré des disciples de la secte de l'épée tannant. Il sembla décider qu'il ne nous laisserait pas partir, et une aura puissante s'échappa de lui. À ma grande surprise, il s'agissait d'un cultivateur du stade du noyau d'or, mais cela ne semblait pas cohérent. Le renseignement de la secte était-il erroné? Je secouai la tête, concentrant mon énergie sur son aura. Il venait manifestement de franchir ce stade, car son aura était instable. L'homme me regarda avec un mélange d'amusement et de curiosité. Il admit qu'il venait juste d'atteindre le stade du noyau d'or, et il prévint qu'il comptait transformer tous deux en esprits maléfiques pour accroître sa puissance. D'un geste de la main, un brouillard noir épais jaillit d'un bannière qu'il fit surgir, montant vers le ciel. Ma seigneur me dit alors de reculer avant que son énergie d'épée ne s'élève dans les airs, réduisant les esprits alentour ensemble. Alors qu'elle se rapprochait de lui, elle s'élança dans les airs, son épée brillant d'une lumière intense, et elle lança une frappe puissante directement sur lui. Les deux se percutèrent en plein vol, leur bataille faisant rage au-dessus de moi.
Compte tenu de mon niveau actuel, étant simplement un cultivateur en refinement de chi, je savais que je n'avais aucune chance de participer à un combat de cette ampleur. Une attaque perdue pourrait me renvoyer directement au village des démunis. Mieux valait donc prendre mes distances pour l'instant et éviter de devenir un dommage collatéral. L'homme, réalisant que les choses devenaient sérieuses, attrapa une gourde à sa taille et la lança dans ma direction. Je savais exactement ce qu'il prévoyait. Un brouillard cramoisi, épais émergea de la gourde, et de ce brouillard apparut une créature monstrueuse. Un gigantesque monstre en forme de tête de bébé, effrayant et terrifiant. Je vérifiai rapidement les statistiques de la créature. Un monstre de niveau élite avec une force au stade intermédiaire de l'établissement de la fondation. Cependant, au lieu de m'attaquer, la créature lança sa langue vers ma seigneur en plein vol. Je balançai mon épée, infligeant un coup critique qui causa 1610 points de dégâts et tranchait sa langue nette. Je lui dis alors de se concentrer sur le cultivateur démoniaque et que je m'occuperai de cette chose. Le monstre poussa un cri furieux, menaçant de manger mon cœur et mon foie, mais je ne le laissai pas finir. En utilisant l'étape spectrale, je lui infligeai encore 1260 points de dégâts, le coupant avant qu'il ne puisse s'approcher trop près. Soudain, le combat entra dans sa deuxième phase. Le corps du monstre se fendit, libérant un essaim de chauve-souris. Elles lancèrent un cri de chauve-souris sanguine, un mouvement qui pouvait déstabiliser la concentration d'un joueur et réduire l'efficacité des compétences de mouvement de 30%. Je fermai les yeux pour stabiliser mon esprit, refusant de laisser les chauves-souris m'entraver. Avec mon épée fermement en main, je lançai Phoenix Scyther, la puissante compétence de zone, qui anéantit instantanément tous les sèmes. Je suivis avec un dernier coup sur le monstre, déclenchant l'effet de paralysie, ignorant son armure pendant 15 secondes. Ce n'était cependant plus nécessaire car, à ce moment-là, la créature était déjà vaincue. Pendant ce temps, ma seigneur avait neutralisé le cultivateur démoniaque. Sa voix tremblait de fureur et de défaite. En la voyant en plein vol, je réalisai que je m'étais trompé sur elle. Elle pouvait paraître douce et gentille, mais sa force était loin d'être sous-estimée. J'avais clairement eu tort à son sujet plus tôt. Juste avant que l'homme ne soit sur le point de mourir, il lança une petite boîte. Ma seigneur, instinctivement, tranchait la boîte en deux avec son épée. Cependant, des brumes épaisses et roses jaillirent des deux morceaux. Je compris immédiatement ce qui se passait et je lui criai de couvrir sa bouche et son nez, mais c'était trop tard. La fumée s'infiltrait déjà à travers ses vêtements et sa peau, se faufilant dans son corps. Sa respiration devint irrégulière et ses yeux se troublèrent. Je me précipitai vers elle pour vérifier son état, mais avec le peu de lucidité qui lui restait, elle me dit de ne pas la regarder. Je laissai échapper un rire amer. C'étaient des insectes charmeurs, des créatures parasitaires qui libèrent une fumée provoquant un désir intense chez leurs victimes. Ma seigneur n'avait probablement jamais rencontré ce genre de créature auparavant, ce qui expliquait pourquoi elle avait été prise au dépourvu. Son état se détériorait rapidement. Puis, soudainement, mes notifications système explosèrent. Le rapport entre nous grimpa en flèche, atteignant bientôt 92. Mais je ne pouvais pas célébrer cette augmentation. Ce n'était pas un véritable bond de rapport. C'étaient les insectes qui manipulaient son esprit. Elle se rapprochait de plus en plus, sa respiration chaude contre ma peau. La plupart des hommes auraient été tentés de profiter de la situation, surtout dans son état, mais je ne pouvais pas faire ça. La logique l'emporta sur l'impulsion et je la repoussai. Je jetai un coup d'œil vers le puits. Je n'avais jamais vu cette quête secondaire auparavant, mais je me souvenais qu'on pouvait y trouver des potions et des pilules sous le puits. Cependant, il était gardé par un réseau magique et, à mon niveau actuel, il était impossible de le traverser indemne. Pourtant, je n'avais pas d'autre choix. Je lui dis de tenir bon et que j'allais lui ramener l'antidote, puis je me précipitai vers le puits. À l'intérieur, c'était encore plus sinistre. Des ossements de villageois jonchaient le sol, et l'air était lourd des esprits malveillants. Tenant une torche, je m'engageai à l'intérieur, des chiffres de dégâts apparaissant au-dessus de ma tête. 100 points de dégâts par seconde. Enfin, au fond du puits, je vis une lueur faible. Je me précipitai vers elle, mais à mesure que je m'approchais, le réseau magique s'activa. En un instant, je fis apparaître un bouclier spirituel, l'énergie protectrice de mon pendentif en jade m'entourant. La première vague d'attaque fut bloquée, mais je vis alors un deuxième éclair se former. Je saisis la bouteille et d'un bond, me jetai vers la sortie du puits, mais l'éclair était rapide et me frappa juste avant que je ne puisse m'échapper. Une notification système apparut et m'informa que j'avais été frappé par la foudre, ce qui m'avait fait perdre 4000 points de vie. La force de l'impact me propulsa hors du puits, me faisant voler sur plusieurs mètres. Le système m'informa également que l'énergie y était entrée dans mon corps et que mes points de vie étaient à un niveau critique, avec un état d'inconscience imminent. Heureusement, il me restait encore un peu moins de 100 points de vie, mais j'étais au bord du gouffre. Luttant contre le vertige, je rampai vers ma seigneur et versai rapidement l'antidote dans sa bouche, avant de m'effondrer, tout devenant noir. Ma dernière pensée fut une réflexion sur la douceur que j'avais ressentie. Peu de temps après, ma seigneur se réveilla. Elle cligna des yeux et sentit quelque chose de lourd sur sa poitrine. C'est alors qu'elle se rendit compte que j'étais allongé sur elle. Son visage rougit instantanément,
et des larmes commencèrent à monter dans ses yeux. La situation lui rappela les romans romantiques qu'elle avait lus. Elle se demanda si cela était vraiment en train de se produire pour de vrai. Elle cria avant de me frapper si fort que je fus projeté à plusieurs pieds en arrière, perdant encore 75 points de vie. Elle hurla, m'insultant et me traitant de bête et de pervers, tout en sanglotant. La notification système indiqua que le rapport avec Nangongu était tombé à 0. Complètement inconscient, je gisais au sol, sans comprendre ce qui se passait. Après avoir pleuré pendant ce qui sembla une éternité, elle se calma finalement. Elle remarqua que je restais immobile. À côté de moi, elle aperçut la bouteille de médicaments. Lentement, elle commença à reconstituer ce qui s'était passé avant qu'elle perde le contrôle, comment je l'avais repoussée, puis foncé dans le puits. Elle pensa qu'elle avait peut-être mal jugé son junior breton. Elle tourna alors son regard vers le puits où des traces d'énergie noire et d'éclairs persistaient encore. Elle se demanda si je l'avais vraiment sauvée en traversant le réseau magique. Doucement, elle me retourna et ses yeux s'élargirent lorsqu'elle aperçut la large blessure sur mon dos, encore marquée par les brûlures. Elle pensa que j'avais risqué ma vie pour la sauver. Les larmes lui montèrent aux yeux à nouveau, mais cette fois-ci, ce furent des larmes de culpabilité. Elle se hâta de soulever mon corps inconscient, décidée à retourner à la secte et à demander de l'aide à son grand-père. Voyageant toute la nuit, ma seigneur arriva enfin au matin, juste avant l'aube, sur le terrain de la secte. De nombreux joueurs la virent atterrir et la reconnurent immédiatement. Mais pourquoi portait-elle un joueur inconscient sur son dos? Des murmures se répandirent parmi la foule de joueurs en bas, et même les disciples PNJ de la secte commencèrent à chuchoter entre eux. Pourquoi la petite junior portait-elle un homme? Certains observateurs perspicaces me reconnurent et les commérages ne firent qu'intensifier. Cependant, une personne n'était pas du tout réjouie par cette scène. Un homme au loin serra les poings, clairement mécontent. Il était le disciple senior de la secte, Xuantan, et à en juger par son visage, la jalousie commençait à monter en lui. Pendant que ma seigneur me portait sur son dos, elle s'envola jusqu'à un sommeil isolé. Je n'étais pas sûr du temps qui avait passé, mais finalement, je me réveillai en entendant une voix. Elle me demanda si j'étais enfin réveillé. Dans un état de somnolence, je regardais autour de moi, encore désorienté, ne sachant pas où j'étais. Même à distance, je pouvais ressentir la présence d'un homme dont l'aura rivalisait avec celle du vieux Tianqing. Était-ce celui qui m'avait sauvé? Tremblant légèrement, je réussis à me redresser et le remercier pour m'avoir sauvé. Je me présentai comme un disciple de la secte Tian'answort et lui demandai son nom, lui disant que je ne lui oublierai jamais ce geste de gratitude. L'homme se présenta sous le nom de Nangonguan, également connu sous le nom de Shannan, le grand-père de ma seigneur. Je compris alors que dans le jeu, toute personne portant le nom de Tian était importante. Je m'inclinai rapidement respectueusement devant l'ancien, mais il ne semblait pas vraiment satisfait. En fait, il avait l'air légèrement agacé. Il me dit de ne pas considérer cela comme une faveur et que je devais simplement retenir une chose. Confus, je levai les yeux vers lui, mais je fus accueilli par un regard empli d'intentions meurtrières. Il me dit, d'une voix basse et dangereuse, de rester loin de sa petite fille. S'il venait à savoir que je pensais poser la main sur elle, il ne me laisserait pas partir, même si j'étais le disciple du chef de la secte. À cet instant, ma seigneur arriva, visiblement contrariée. Elle le réprimanda en lui disant qu'il lui avait promis de ne pas dire de telles choses. L'ancien, qui avait été prêt à tuer quelques secondes auparavant, changea immédiatement de ton. Il rit maladroitement, essayant de la flatter, en disant que c'était juste une blague. Forçant un sourire, il ajouta que j'étais un bon garçon et que je l'avais sauvé. Elle l'ignora et s'assit à côté de moi, s'enquérant de mes blessures. Je pouvais toujours sentir le regard perçant de l'ancien, comme s'il décidait de la meilleure façon de m'éliminer définitivement. Prudente, je répondis que grâce aux préoccupations de ma seigneur, j'étais déjà bien mieux. Elle acquiesça et commença à m'expliquer tout ce qui s'était passé pendant que j'étais inconscient. Si nous étions revenus un peu plus tard, l'énergie yin aurait envahi complètement mon corps et cela aurait été un sérieux problème. En entendant cela, je lui dis que je lui devais la vie, et elle sourit, balayant cela en disant qu'il n'était pas nécessaire d'être aussi formel entre nous. Je ris, disant que c'était vrai, mais mon sourire s'effaça rapidement en sentant un frisson dans mon dos. Le regard de l'ancien s'était intensifié. Je me hâtais de m'éloigner de ma seigneur. Surprise par mon mouvement soudain, elle cligna des yeux. Puis elle me dit que c'était plutôt elle qui devrait me remercier. Si je n'avais pas risqué ma vie pour sauter dans ce puits et obtenir l'antidote, elle n'aurait peut-être pas survécu. Elle s'excusa même de m'avoir mal jugé à ce moment-là, et me sourit sincèrement. Elle ajouta que je faisais vraiment preuve de beaucoup de noblesse. Voyant que je m'éloignais de plus en plus d'elle, elle me demanda s'il y avait un problème. Toutefois, je n'osais lui dire que son père m'étripait actuellement rien qu'avec son regard. Cependant, quelque chose me semblait étrange. Elle me regardait avec un regard suggestif. Je vérifiai mon rapport avec elle, et une notification du système apparut. Le rapport de Nangongjua avec vous a augmenté à 62. Une augmentation de 30 points d'un coup. Si ça continuait, notre relation risquait de prendre un tournant inattendu. Ses paroles et son regard n'aidaient en rien la situation,
et le visage de l'ancien devenait de plus en plus rouge, les veines sur son front sur le point d'éclater. Il toussa lourdement, essayant d'attirer mon attention. Désespéré de trouver une échappatoire, je lui dis que la toux de son grand-père semblait grave et que je devrais peut-être aller chercher des herbes pour lui. Mais elle sourit et me répondit que j'étais vraiment attentionné, mais que ce n'était rien, le vieil homme allait aller mieux après quelques toux. L'ancien semblait furieux, et à ce rythme, je risquais de finir carbonisé par son aura meurtrière. Il se racla la gorge, plus agressivement cette fois, et changea rapidement de sujet en me disant de le suivre et qu'il me donnerait une bête spirituelle en guise de remerciement, puis je pourrais partir. Je vis cela comme une excuse pour fuir. Il me conduisit dans la montagne arrière, un endroit couvert de végétation luxuriante, idéal pour un jardin de bêtes spirituelles. À l'intérieur, je vis toutes sortes de créatures, y compris quelques mini-wukongs qui nous observaient avec curiosité. Impressionné, je dis que cet endroit était rempli de trésors et lui demandai ce que je devais choisir. Voyant ma réaction, l'ancien ne put s'empêcher de se montrer satisfait et me demanda ce que je pensais de son jardin. Il semblait fier de celui-ci et pensait qu'il n'était pas beaucoup moins bon que celui du secte de la domptage des bêtes. Je lui répondis en faisant un pouce levé que c'était un très bon jardin, mais ma réponse ne sembla pas le satisfaire. Il plissa les yeux, attendant probablement une meilleure réponse, et me demanda si je n'avais pas vu quelque chose de mieux. Il avait clairement un esprit compétitif, et je compris qu'il me testait. Je lui répondis que j'avais entendu dire que le jardin du secte de la domptage des bêtes avait une incroyable variété de bêtes spirituelles, un niveau complètement différent par rapport à la plupart des autres jardins. Il me répondit que la secte de la domptage des bêtes se basait sur la quantité, alors que son jardin était connu pour sa qualité. Je regardai autour de moi, caressant mon menton, et lui dis que, avec tout le respect que je lui devais, je ne voyais pas de bêtes spirituelles de niveau fondation ici. À ces mots, il me saisit par le col, son visage devenant rouge de colère, et rétorqua que ce n'était pas le cas, que les bêtes les plus faibles étaient celles que l'on voyait au début, et que plus on s'enfonçait dans le jardin, plus elles devenaient puissantes. Il me conduisit plus profondément dans le jardin, où l'on apercevait des bêtes spirituelles de niveau refining du QI, fondation, cristallisation, et même noyau doré, et encore plus puissantes. Cependant, il ne m'emmena pas trop loin, m'expliquant que la pression des bêtes de niveau supérieur aurait probablement pu m'écraser. Il me lança un regard satisfait et me demanda si j'admettais enfin la supériorité de son jardin. Je lui répondis sans me laisser déstabiliser, en lui demandant s'il avait des bêtes spirituelles de niveau divin le jardin. Avant qu'il ne puisse répondre, ma seigneur gloussa à côté de moi et me murmura que l'ancien n'avait pas de bêtes aussi puissantes. Ces bêtes les plus fortes étaient seulement de niveau esprit manifesté, et il ne voulait pas me le montrer de peur que je me moque de lui. L'ancien rougit, mais il ne nia pas, et rapidement changea de sujet, me disant de choisir une bête de niveau refinac du QI et de ne pas faire de vagues. Cependant, ma seigneur intervint en lui demandant de ne pas être aussi avare, ajoutant qu'elle avait tué toute seule un monstre de niveau fondation intermédiaire.